Comment le surf a-t-il nourri votre réflexion, et en particulier votre réflexion scientifique? Et sur la vie, parce que le surf, c'est l'aléatoire, c'est le chaotique, c'est l'imprévisible. Et surtout, c'est ce mot carpe diem, maintenant. Le surf, c'est maintenant. Les vagues sont bonnes, il faut y aller. Le vent peut tourner, c'est fichu. Les gens peuvent arriver, terminé. La marée est trop basse, les rochers sortent, c'est fini. Donc il y a un sentiment d'instantanéité, du plaisir et du défi qu'on se donne à soi-même. Donc ça m'a appris le dépassement de soi, ça m'a appris le stress et aussi la manière de lutter contre le stress, parce que quand les vagues sont grandes, c'est dangereux. Donc il y a à la fois le côté des sports extrêmes, c'est-à-dire l'adrénaline, et en même temps les endorphines. Il y a les deux, quoi. Il y a les hormones du plaisir et les hormones du stress. Donc ça m'a appris beaucoup de choses sur la vie, sur la manière de gérer ma vie. Et comme Jean-Claude Killy, qui m'a en fait appris le mot glisse, ce mot de glisse que j'ai ensuite développé beaucoup avec mon frère Arnaud Dronet, qui a disparu en faisant une traversée en windsurf entre la Chine et Taïwan, grâce à Killy, à Toutoun, comme on l'appelait à l'époque. Il disait quand il y avait trop de difficultés, notamment quand il était en train d'organiser les championnats du monde, les Jeux olympiques, avec des complications locales absolument incroyables. Je dis, mais comment tu fais, toi sportif, de t'affronter à tous ces gens-là? Il me disait, Joël, moi, ce que je fais, je passe par l'école. Et il faisait ce geste-là. Ben, nous, les surfeurs, c'est ça. On fait ça. On passe par l'école, on essaye de trouver les points de non-résistance, et on essaye de surfer la vie comme on surfe la vague, quoi. Mais tous les sports et l'apprentissage des sports ont besoin des neurones miroirs, puisque ce sont les neurones qui permettent de recopier quelqu'un. Il y a des gens qui sont doués. On dit qu'ils sont doués pour un geste sportif. Ils arrivent à reprendre un revers de tennis. C'est vous. Ça, c'est moi. L'introduction du skateboard en 1964, les premières planches à roulettes, qui n'étaient même pas en polyuréthane, c'était de la ferraille, comme du patin à roulettes, pris par mon frère Arnaud, devant la Tour Eiffel. Donc ces neurones miroirs sont essentiels pour l'apprentissage. C'est eux qui vous permettent de copier quelqu'un, de faire ces gestes dont vous parliez, que je fais là maintenant. Je pense aussi à un grand surfeur qui est mort, Mickey Dora. Il y a un film célèbre, on peut le voir sur YouTube, où il parle de sa vie de surfeur et il fait tout le temps ce geste-là. Et il fait comme ça, il dit « Moi, je suis dans le curl, les politiciens, les prêtres, les parents, les profs, ils me passent au-dessus de la tête, je m'en fiche. » Il est dans son tube. Et le tube, c'est the ultimate, comme on dit en anglais. C'est le point sensible de la vague où on est au cœur du monde. En même temps, on ne sait pas si on va sortir, si on va survivre en sortant. Donc voilà, c'est tous ces gestes. Et les neurones miroirs, comme vous en parlez, sont des neurones dans notre cerveau qui nous permettent l'apprentissage, l'adaptation et l'anticipation. On a longtemps cru que le cerveau était comme une espèce d'ordinateur qui commande depuis le haut de la pyramide l'ensemble du corps. Pas du tout. D'abord, le cerveau est fluide. C'est un système, un réseau qui se réorganise en permanence. Vous réorganisez votre cerveau et vos synapses en me parlant, moi en vous parlant, en vous écoutant. Donc, premièrement. Deuxièmement, le cerveau est dans le corps, il est situé dans le corps. C'est beaucoup plus une machine chimique qu'une machine binaire, enfin comme un ordinateur, avec des inputs et des outputs. Il est dans le corps et le corps est dans le cerveau. Le cerveau est dans le corps. C'est-à-dire qu'il y a des hormones du cerveau qui sont captées par des récepteurs gastriques, des hormones d'autres parties du corps qui sont captées par le cerveau. Et en plus de ça, enfin, le cerveau est non seulement dans le corps, mais il est dans son écosystème. Il est dans un réseau avec les autres cerveaux, et en permanence, il se modifie en fonction de son environnement. Donc on a une vision complètement différente aujourd'hui du cerveau, et ça ne m'étonne pas d'ailleurs que les neurobiologistes et les philosophes qui s'intéressent à l'épistémologie du cerveau posent des questions aux sportifs. Et pour vous, c'est l'occasion d'une métaphore, la vague, sur la nécessité, la contingence, sur le déterminisme, sur la liberté. Oui, c'est plus qu'une métaphore. Pour moi, c'est la réalité, parce que dans la vague, il y a plusieurs choses. D'abord, elle est chaotique et en même temps organisée. Parce que la théorie du chaos explique que des quantités d'éléments en interaction les uns avec les autres peuvent donner de l'ordre. D'ailleurs, Henri Atlan a écrit des magnifiques livres, Le cristal et la fumée, où il montre que le chaos déterministe peut créer de l'ordre, qu'on voit. Donc la vague, c'est désorganisé, c'est du chaos, mais sur elle, je peux trouver suffisamment de points de repère pour équilibrer ma planche, marcher dessus, reculer, remonter dans le curl, faire ce qu'on appelle des cutbacks ou des bottom turns, je ne vais pas rentrer dans les détails de la technique du surf. Et donc ce chaos organisé va me servir, moi, à trouver une forme de liberté sur quelque chose qui est déterminé. Et la vague est déterminée par une grande houle qui est née par exemple dans l'Atlantique Nord. Cette houle va arriver sur une plage que je connais par cœur, mon jardin secret.
je connais le récif sur lequel elle va se former. Bon, là, on est plusieurs, donc il y a des questions de priorité. Et puis, quand je suis parti sur cette vague, je suis libre. Je suis déterminé, parce que la vague, elle va de là à là. Elle va à une certaine vitesse. Une vague dans l'Atlantique, elle marche à 30-35 km à l'heure. Mais moi, je peux atteindre presque le double de cette vitesse en allant de côté, comme le skieur nautique qui tire la corde. Donc, de côté, c'est ça l'art du surf, c'est d'être de côté, dans l'endroit le plus pentu. Donc là, je suis libre de savoir si j'arrête, kick out, je sors, de savoir si je fais un bottom turn pour reprendre de la vitesse et remonter, cut back. Et c'est tout à fait le symbole de la vie des stoïciens. Hein, quand ils disaient on est à la fois déterminé et libre. Quand on monte sur une montagne, il n'y a qu'un sommet, mais on peut monter par plusieurs endroits. Donc c'est moi qui vais choisir mes points d'escalade. C'est moi qui vais choisir sur cette vague ce que je vais faire, soit pour gagner une compétition, soit pour en tirer du plaisir. Ce qui est intéressant, c'est que les avancées de la science se conduisent à remettre en cause ces dualismes que la philosophie ou la métaphysique avait installés, l'âme, le corps, la liberté, la nécessité. L'objet, le sujet. L'objet, le sujet. Vous êtes totalement en train de remettre en cause. C'est fini, ça, c'est un paradigme, le nouveau paradigme de la complexité, que j'ai beaucoup décrit dans le macroscope, dans l'homme symbiotique notamment. Le paradigme de la complexité dit merci Descartes, merci Newton, mais on est passé à autre chose maintenant. On est dans l'aléatoire, le discontinu, le chaotique, on n'est plus dans le linéaire, le séquentiel et l'analytique. Ça, c'est ce qui nous a permis de fonder notre science, qui continue d'ailleurs à faire en sorte que les hommes politiques, beaucoup d'industriels, continuent à penser en termes séquentiels, linéaires, analytiques. Il n'y a qu'à le voir pour l'environnement et l'écologie, qui est complètement impossible à comprendre, ou à l'économie, qui est systémique et complexe. Donc c'est vrai, on a changé de paradigme. Edgar Morin l'a très bien dit avant beaucoup d'autres. Mais voilà, on sort du linéaire, de l'analytique. On doit rentrer un monde complètement aléatoire, discontinu, et le surf est le meilleur symbole. Voilà, si la science prouve, le sport permet de l'éprouver. Absolument. Bon. Et tout à l'heure, vous parliez. Et ce qu'on peut éprouver aussi, c'est les résultats sur soi. Parce que le corps est un laboratoire pour nous, les sportifs surfeurs ou les sportifs de l'extrême. On peut s'appeler un peu comme ça. Un peu prétentieux, mais disons. Donc notre corps est un propre laboratoire. On voit les résultats des expérimentations qu'on fait sur le plan musculaire ou sur le plan nutritionnel ou sur le plan de la méditation. Pendant 3 cas, méditation, nutrition et exercice sportif physique pour faire des muscles qu'il faut pour le surf, parce que c'est des muscles très spéciaux pour le surf. C'est des muscles, un type qui arrive avec une planche ou une fille pour surfer la première fois et il est complètement paralysé au bout de 10 rames. Parce qu'il y a des muscles qui ne marchent pas normalement dans la vie. Donc on expérimente sur son corps et on voit les résultats. Et cette vision des résultats très rapide, donne une satisfaction, un plaisir de pouvoir qu'on peut contrôler certains éléments de son corps et de son cerveau. Alors ça, c'est une grande question. Est-ce que l'humain garde son identité? J'en ai beaucoup parlé dans l'homme symbiotique. J'ai parlé des puces intégrées au corps pour modifier des erreurs métaboliques, par exemple. Des puces qui assurent la communication de la tête avec des robots à distance, avec des ordinateurs pour les personnes handicapées. J'ai décrit beaucoup de cas. Alors la question que je pose est la suivante. C'est si un corps humain, biologique, fusionne avec le numérique et l'électronique, et que de plus en plus, et ce sera le cas dans les 50 ans à venir, on sera semi-robotisé, pas de manière péjorative, mais parce que des personnes qui ont un pacemaker qui se régule en fonction des activités de cette personne, une pompe à insuline pour les diabétiques, quelquefois même rajouter des terabits de mémoire dans son cerveau. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est la même identité? Deuxièmement, si cette personne peut, comme on sait le faire aujourd'hui, contrôler à distance, à d'autres endroits du monde, à 1000 km, un bras robotique, ou même un robot par la pensée, est-ce que cette personne étendue, qui voit ses mains et voit son corps là, ici et maintenant, est la même personne si elle est étendue? Et enfin, troisième point, il y a pour moi une grande différence entre l'homme réparé, l'homme transformé et l'homme augmenté. L'homme réparé, une fracture d'un os, on le répare, on met des aiguilles, la chirurgie, c'est la réparation. Ok, les gens sur un plan éthique sont assez d'accord avec ça. L'homme transformé, c'est déjà ce que nous disons. C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours un être humain lui-même s'il a des puces électroniques, un pacemaker, une pompe à insuline, un bras robotisé, un genou bionique? Est-ce que c'est la même identité? Question, je ne suis pas sûr que philosophiquement on puisse y répondre d'une manière très claire. Et troisièmement, l'homme augmenté, celui dont je disais qu'on pourrait mettre une puce de terabits dans sa tête pour qu'il ait une pensée démultipliée, ou bien s'il peut voir dans l'infrarouge, ce qu'adoreraient les militaires notamment, etc., l'homme bionique,
est-ce qu'on pourrait aller jusque-là? Moi, j'ai des réserves éthiques. Le surhomme à la Nietzsche, l'élite qui peut se payer ce genre de choses, créant une différence entre deux humanités, l'humanité à basse vitesse et l'humanité à grande vitesse, comme disait déjà Aldous Huxley, les alpha et les gamma. Moi, je suis très, très réticent sur cette position-là. Donc, l'homme réparé, oui. L'homme transformé, pourquoi pas en y réfléchissant. L'homme augmenté, soyons prudents. Qu'est-ce que je dis? Je dis que la prochaine évolution de l'homme, bien sûr, il va continuer à évoluer sur le plan biologique par la loi darwinienne, sélection et mutation. On va changer un peu. Bon. Mais surtout, là où il va changer le plus, c'est dans sa fusion avec le numérique. Internet est un début. Et j'ai décrit ce que j'appelle aussi le macro-organisme planétaire dans mon dernier livre, le MOP, comme un organisme vivant que nous construisons de l'intérieur, comme des cellules vivantes, interconnectées les unes aux autres, des neurones même. Et ces neurones, ces cellules vivantes, construisent une nouvelle étape de l'évolution de l'humanité, que j'appelle le cerveau planétaire, le sybionte ou le MOP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se construit et il vit, il commence à vivre. Il commence à vivre par les réseaux de transport de matériaux, les réseaux financiers, les réseaux numériques, l'Internet. Le monde vit. D'ailleurs, de plus en plus, on dit le marché pense ceci, la bourse est déprimée. L'opinion publique, consciente d'elle-même, a de plus en plus d'impact dans les médias. Et ainsi, la grande question, c'est qu'on construit cet organisme planétaire sans règles. Il y a des règles politiques, des règles religieuses, des règles marketing, commerciales, mais des règles scientifiques, on est quelques-uns maintenant, progressivement, à dire « mais attendez, ça s'est passé comme ça avant ». Comment ça pourrait continuer à se passer si nous prenions en main notre propre évolution de l'intérieur de cet être vivant que nous construisons. Et ça, c'est tout l'objet de l'homme symbiotique et de l'homme créé à la vie, mon dernier livre qui parle aussi beaucoup de tout ça. Donc, quand je parle de ça avec Yves Coppens, mon cher ami anthropologue, il me dit « mais Joël, l'homme va évoluer encore pendant 40 000 ans, 400 000 ans avant qu'il y ait des changements importants, il ne va rien se passer ». Mais je dis « mais non, regarde, on est déjà des mutants ». Avec des sens nouveaux, le GPS, la télécommande, on est déjà des mutants. Et notre génération montante, la NetGen, ce sont des mutants hybrides semi-robotisés. Donc déjà on a changé. Et qu'est-ce qui nous change? C'est la relation à ce cerveau planétaire, à cet être symbiotique en train de se créer. Alors de deux choses l'une, je termine là-dessus, ou bien on arrive à entrer en symbiose avec lui, ou non. Si on met en place les règles scientifiques que je préconise un peu dans mon bouquin, on pourrait y arriver. Si on n'y arrive pas, il se retourne contre nous. Il devient une sorte de Big Brother, de Frankenmond, de golem, tout ce que vous voudrez. Et enfin, le sybionte ou le macro-organisme planétaire, il pourra se produire en différents endroits du monde. Ce n'est pas global. Ma métaphore est globale pour faire réfléchir les gens à l'après-humain isolé. Mais c'est une métaphore qui peut malheureusement se produire en plusieurs endroits différents et en conflit les uns avec les autres. Le paradoxe de Minsky, c'est comment des neurones qui en eux-mêmes ne sont pas intelligents, la connexion de milliards de neurones produit une intelligence. Le paradoxe de Minsky inversé, ce serait de constater dans un certain nombre de collectivités, par exemple d'entreprises, comment des individus intelligents connectés produisent des tout ou des totalités qui peuvent paraître un peu bêtes. Bon, c'est une question importante. C'est hyper important, surtout avec les réseaux sociaux. Voilà. Moi, je considère, si vous voulez, 3 formes d'intelligence. D'ailleurs, c'est passionnant de voir que notre cerveau a exporté dans l'Internet, pour être simple, les 3 couches de son cerveau. L'hypothalamus, le cerveau primitif, qui est le cerveau de l'instinct, du contact, de la connexion avec les autres, de la reconnaissance de l'autre. Le mésencéphale, le cerveau moyen, qui est le cerveau de la vie collective, de la famille, de la nidification chez les oiseaux. Et le cortex, qui est le cerveau symbolique de l'abstrait et du raisonnement. Eh bien, on a exporté ça dans l'Internet, avec 3 formes d'intelligence que j'appelle l'intelligence connective, l'email, le chat, les forums, l'intelligence collaborative, Wikipédia, Linux, des gens qui font des choses, pas payées, mais pour la communauté. Et troisièmement, l'intelligence collective, qu'on appelle aussi en anglais le crowdsourcing, la possibilité de résoudre des problèmes complexes en faisant appel à beaucoup de gens différents dans le monde connectés entre eux. Alors, cette intelligence collective peut se retourner sur la plus grande stupidité. Pour le moment, comme intelligence collective, qu'est-ce qu'on a? On a le vote, on a les manifs, on a les stades. Quand les gens font la hola dans un stade, c'est une forme d'organisme collectif, mais ce n'est pas très très malin. Dans les manifs, vous avez vu à quel point une foule peut devenir stupide dans une manif dès que quelqu'un commence à casser une vitre. Vous voyez ce qui s'est passé en Angleterre avec ces jeunes qui ont dévalisé des magasins pour le fun, comme on dirait. Donc
Ça peut virer d'un côté comme de l'autre. Mais l'espoir, c'est que peut naître une forme d'intelligence collective par la connexion des gens entre eux, avec 3 étapes. La première étape, avec les moteurs de recherche. Nous sommes tous connectés à la mémoire du monde, avec Google, Bing, Yahoo. Première étape, je sais, ou je peux savoir. La seconde étape, grâce aux réseaux sociaux, je sais, nous savons ensemble. Donc je sais, nous savons ensemble. Et la troisième étape qui arrive maintenant, nous savons aussi ce que les autres savent avec le crowdsourcing. C'est ce que ça veut dire. Alors là, c'est un peu provoquant ce que je vais dire, hein, mais je le dis quand même. Il y a une courbe d'augmentation de la densité du réseau Internet, des interconnexions comme des synapses dans le cerveau, dans le sybionte si vous voulez. Et à partir d'un certain point, qu'on appelle un point de singularité, que moi je situe vers 2050, 2060, peut-être un peu avant, le système non seulement peut devenir conscient, mais il peut devenir conscient de lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'un espèce de réseau global, planétaire, dont nous sommes les neurones, qui non seulement est ce qu'on appelle la conscience collective, Jung l'avait déjà dit, mais une conscience collective réfléchie. Non seulement je sais, comme l'animal, mais je sais que je sais. Et qu'est-ce que serait ce cerveau planétaire, global s'il existe ou non, qui sait qu'il sait? C'est qui ce truc-là? Évidemment, ça pose un problème. Parce que Big Brother n'a pas été envisagé ça peut comme... être Big Brother, ça on sait qu'il y a Big Brother. Mais s'il était positif... Mais Orwell n'envisage pas qu'il soit réflexif. Bien sûr. Mais moi, je dis qu'il pourra être réflexif. Je ne suis plus le seul à le dire. Je fais partie d'un groupe mondial qui s'appelle Global Brain Research Institute, qui s'est créé il y a pas mal d'années. Il y a des Chinois, il y a des Brésiliens, il y a des Russes. On est plusieurs scientifiques à réfléchir. C'est passionnant. Eh bien, on pense tous que la réflexivité de ce système conscient de lui-même va arriver dans 50 ans, un siècle, je ne sais pas quand. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que nous sommes par rapport à lui? Est-ce qu'il nous veut ou il veut nous virer? Excusez-moi de l'expression. Non, puis on sait très bien aussi, pour être nous-mêmes des animaux conscients, on sait très bien que la conscience, elle est pleine d'illusions, pleine de creux, pleine de trous, pleine d'intermittences. Si en plus il y a des intermittences, des illusions, des trous dans cette conscience planétaire, où allons-nous? Parce que y aura-t-il un inconscient? Il n'y a pas de conscience sans inconscient. Un inconscient planétaire? Mais Internet déjà, il est schizophrène, paranoïaque et mégalomane, hein. Donc il y a des maladies transposées de nos cerveaux. L'ATN est schizo, beaucoup. Les désinformations, enfin toutes les maladies du cerveau existent dans la transposition de nos 3 couches du cerveau dans l'Internet d'aujourd'hui. Vous êtes tout de même habité par l'exigence d'un mieux vivre ensemble. J'aimerais savoir, le mieux vivre ensemble, le sport doit y participer, il a toute sa place dans ce mieux vivre ensemble. Comment peut-on penser ensemble à la fois ces mutations, l'évolution technologique, le caractère invasif par exemple des techniques, et cette exigence éthique du mieux vivre ensemble, c'est-à-dire de repenser à la fois le lien social, peut-être lié à la civilité, enfin tout ce qui permet à une société de vivre de manière à peu près pacifique. Il faut venir à Universcience d'abord, c'est exactement notre message. Notre message, c'est comprendre le monde, la technologie, c'est vouloir ce monde, c'est si possible aimer ce monde et le construire ensemble. Comprendre, vouloir, aimer, construire. Et donc ça se fonde sur des valeurs différentes, ce qu'on essaye de faire, avec des expositions, des débats, des colloques, des discussions, avec des jeunes notamment. Et ça répond en partie à votre question, ça répond à la question du vivre ensemble. Il faut d'abord se comprendre ce qui arrive, faire de la prospective, voir les outils, comment faire en sorte que de mutants que nous sommes en train de devenir, nous soyons des mutants humanistes. Moi, je suis un technologue humaniste. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain, la société, ce n'est pas la technique en elle-même. Donc c'est toujours la relation science-technique-société qui nous passionne à Universcience. Et c'est celle que j'essaie d'appliquer avec d'autres amis dans nos écrits et dans nos réflexions sur l'homme. Et là naissent de nouvelles valeurs. Des valeurs qui sont plus seulement la concurrence, la compétition, gagner contre l'autre, mais des valeurs comme le gagnant-gagnant, le win-win, on peut gagner ensemble, comme l'empathie. Je me mets à la place de l'autre pour comprendre ses sentiments, ses émotions, la solidarité, la générosité, le partage. Donc je décris beaucoup tout ça dans mes livres parce que je pense que nous allons vers une nouvelle ère qui est une ère d'un nouveau paradigme, d'un paradigme de la complexité, où je parle régulièrement, même depuis le macroscope en 1975, de la complémentarité entre la vision analytique et la vision systémique. Et je pense que cette vision systémique que l'on commence à avoir avec la génération nouvelle A, parce qu'elle est transversale de nature grâce au réseau, à Internet qu'elle a depuis qu'elle est née, et grâce à cette vision systémique du monde, les conflits sont différents. Les conflits ne sont plus des conflits de rapport de force, mais peuvent être des conflits de rapports d'interaction. Comment d'ailleurs pensez-vous ce rapport entre le sport
épanouissement de soi et le sport comme perpétuelle performance et dépassement de soi. Ben moi, j'ai quitté ça. Enfin, moi, je ne suis plus dans cette logique-là. Enfin, personnellement, vous me demandez mon avis personnel. Moi, je ne suis plus dans cette logique. Je suis pour les écosports, comme je l'ai dit, c'est-à-dire avec mon frère, nous avons été parmi les tout premiers à créer les sports de glisse, à les inventer. Donc moi, je suis pour des sports de nature où on se dépasse avec la nature, où la nature, je suis complice de la nature, je ne me bats pas contre la nature. Or, la plupart des sports actuels sont des sports hyper individualistes, donc qui amplifient l'individualité contre les autres. Je ne vais pas citer le tennis, par exemple, où il n'y a rien de pire, entre guillemets. On est enfermé dans une surface, la balle doit passer au-dessus d'une autre surface, on tire sur la personne qu'on déteste en face parce qu'on veut le coincer. Donc, enfin, c'est vraiment deux individualités aux prises l'un avec l'autre. Les sports d'équipe, le rugby ou le football, sont des sports de combat. D'ailleurs, tous les termes employés sont conquérir le terrain, le milieu de terrain qui occupe le terrain, les bonnes passes, les bonnes passes. Donc, d'un côté, on a un hyper-individualisme qui est poussé par le commerce, le marketing et l'énorme quantité d'argent qui repose sur la tête des footballeurs ou des tennismen, par exemple, ou des cyclistes. Et de l'autre côté, on a des sports d'équipe où là aussi une énorme quantité d'argent est mise sur le pouvoir attractif de ceux qui regardent et ceux qui ne participent pas, de l'émotion générée par ces sports qui va vers deux déviances. La déviance hyper individualiste et l'argent, et la déviance hyper compétitive et l'argent. Moi, ce n'est pas mon choix. Enfin, moi, je ne suis pas du tout typique, je suis très atypique. J'ai fait des compétitions, bien entendu. J'ai fait des sports d'équipe aussi. Mais j'ai fait du hockey sur glace pendant pas mal de temps. Mais j'ai quitté tout ça, depuis très longtemps d'ailleurs. Je suis pour des sports qui donnent avec des copains, avec qui je ne suis pas en compétition, un sentiment de partage, d'un don de la nature. D'un plaisir. Grâce. Comment ? D'une grâce. Une grâce. C'est un don extraordinaire d'avoir une vague parfaite offshore de 2,50 m de haut et d'être seul dessus. Et même si je suis avec Vicente Lizarazu, avec qui je surfe souvent, on est copains, on dit vas-y, tu me laisses la prochaine, on se partage les vagues. Donc il y a ce côté de complicité avec la nature, de complicité entre nous, de plaisir partagé qui est complètement à l'antipode de cet individualisme. Ce qu'on voit sur cette image d'ailleurs. Ben voilà. Il y a une certaine jouissance. C'est la liberté. Le type, il est là, et il rit, il sourit, il tient le bout de sa planche. En même temps, de l'autre côté, il a son kite et il saute sur une vague. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux ? Est-ce que ces grandes organisations, ces grands phénomènes sportifs comme les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, etc., ce que Michel Serres appelle les mammouths. Moi, je ne suis pas d'accord avec Michel Serres, pour une fois. Je connais bien. Vous croyez à l'avenir de ce genre de grandes manifestations ? Mais bien sûr, c'est des espèces de grandes messes mondiales. Qu'est-ce que dit Jeremy Rifkin, grand prospectiviste américain, philosophe. Depuis longtemps, il dit des choses très avancées qui se réalisent dans ses bouquins. Il dit dans son livre « L'âge de l'accès » que plutôt que la propriété des objets, la voiture, mon vélo, ma maison, ma machine à laver, ceci, cela, on va vers l'âge de l'accès, c'est l'âge du partage, de l'émotion, de l'expérience. Et qu'est-ce qui permet de partager l'émotion et l'expérience ? C'est l'art, c'est le sport, c'est l'exploration, c'est les villages de vacances où on va ensemble. Voilà. Ça, il dit, ça va devenir des marchés de plus en plus importants dans le futur. Moi, je suis assez d'accord avec lui. Et j'ajoute, dans ma critique à ce que dit Michel Serres, qu'on a besoin de cette espèce de grand rassemblement où on a des frissons dans le dos quand on est à 5 minutes de la fin du match et la France a le ballon, si j'ose dire. C'est fantastique. Et ça va être de plus en plus réel grâce à ces moyens de télécommunication fabuleux et du replay qu'on va pouvoir faire aussi quand on n'a pas vu en temps réel l'émission. Donc moi, je ne suis pas trop d'accord avec lui. Je ne crois pas que c'est fini, au contraire. Sa critique, c'est une critique aussi du culte de la performance, du qui va gagner. Et d'une certaine manière, ce qui va gagner est une fausse attente. On sait qui va gagner en fonction des moyens mis en œuvre. Non, ça je le suis là-dessus. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'individualisme et l'exagération de l'hypersportivité associée à l'hyperfric. Mais que le fait que les grandes messes où tout le monde se retrouve, des milliards de personnes en temps réel regardant le même événement, ce n'est pas la fin des mammouths du tout, au contraire, on en a besoin. Alors le progrès, croissance, progrès matériel arrive à ses limites. Tout le monde le dit, on le sait, avec les désordres que l'on crée dans l'environnement, avec le dioxyde de carbone, avec l'hyper-informatisation, ce que j'appelle l'infobésité ou l'infopollution, on arrive aux limites de cette croissance matérielle. On le sait, on va continuer, on a besoin encore. Mais on rentre dans ce qu'on appelle les sociétés de la connaissance, les sociétés de la croissance immatérielle. Et dans ces sociétés de la croissance immatérielle, il y a évidemment l'intelligence et le corps.
l'éducation, le partage. Et là, on rentre dans un autre paradigme que j'appelle le paradigme de la complexité, qui veut dire, en tant que prospectiviste, que dans les 50 prochaines années, même si la croissance matérielle se continuera et doit se continuer, on rentre dans une autre forme de croissance. Et le sport est un des modèles de cette autre forme de croissance, parce qu'il permet le dépassement de soi, la réflexion sur le corps, la réflexion sur la biologie, la réflexion sur les autres, la réflexion sur l'équipe, la réflexion sur le management d'une équipe, la réflexion sur le combat pour gagner aussi, en adaptant des stratégies différentes. Et je pense que les jeux vidéo, par exemple, qui ne sont pas une forme de sport parce qu'on ne bouge pas beaucoup, mais les jeux vidéo avec les nouvelles techniques comme Kinect ou les gestes qui sont reconnus, la génération qui arrive, qui a été formée aux jeux vidéo, elle apporte des formes de stratégies différentes dans le gagnant, dans le fait qu'on peut gagner. C'est un jeu. Et les enfants, vous avez vu à quel point ils jouent. Ils miment la réalité en jouant constamment « j'ai gagné, tu as perdu ». Donc ça, ce n'est pas mauvais du tout pour l'évolution de l'humanité. Mais c'est quand c'est exacerbé par le fric, comme je l'ai appelé, ou la pollution des mentalités, qu'il ne faut pas aller trop loin. On peut se demander d'abord si les questions éthiques ont aujourd'hui facilement leur place dans un monde de la vitesse, dans un monde de l'accélération, dans un monde du temps réel. Comment délibérer, comment réfléchir? Est-ce que les valeurs n'appartiennent pas à une autre temporalité, à un autre temps que ce temps que la technique nous impose? Il y a un autre temps qui est le temps de la sagesse. Le temps de la précipitation, ce n'est pas le bon. Le temps de la vitesse, oui. Le temps de la vitesse est lié au temps réel. Le temps réel, qu'est-ce que c'est? C'est de répondre à une sollicitation avant une échéance. Le temps réel du lancement d'une fusée, c'est le compte à rebours. Le temps réel pour une entreprise, c'est peut-être la journée, c'est peut-être le mois. Mais si on répond après l'échéance, c'est fichu. Le temps réel peut être de la milliseconde, ou il peut être 3 mois, il peut être 1 an. Donc, l'adaptation de la vitesse à l'enjeu est essentielle. Et on a les outils pour ça aujourd'hui. Comment aujourd'hui, vous imaginez que quelqu'un peut gérer une société tout seul, où il fallait 5 personnes, avec son ordi, dans lequel il ou elle échange ses emails, imprime ses contrats, demande la réponse au contrat, parle sur Skype en direct avec des gens, vous entendez le temps que ça aurait pris avant. Donc cette vitesse qui n'est pas de la précipitation est absolument essentielle au fonctionnement des sociétés modernes dans lesquelles nous sommes entrés. Mais aussi, il faut savoir, et je prône ça depuis longtemps, prendre du recul. Savoir exercer sa sagesse, sa réflexion. Je suis très en faveur de la méditation, du recul, faire des pauses. Piaget, le grand psychologue de l'éducation, dit on ne peut pas ingurgiter constamment des flux d'informations. Il faut des pauses, il faut des resets, il faut s'arrêter pour contextualiser tout ce qu'on a reçu comme information. Donc oui à la vitesse, non à la précipitation, oui à la gestion du temps, le temps court, le temps large, le temps long, ce que j'appelle le temps large, c'est du temps qui s'empile sur du temps. Et on a les outils pour ça aujourd'hui. Et c'est pourquoi je pense, et je l'ai dit et je l'ai écrit, que de gérer son temps, c'est une des plus belles choses que l'on puisse faire dans sa vie, pour soi et pour les autres. Parce que sa vie, on n'en a qu'une. Donc il faut en faire un original. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? L'épigénétique, pour moi, scientifique, c'est la plus grande découverte en biologie de ces 50 dernières années. Voilà, un tripoté de prix Nobel derrière. Épi, ça veut dire après, génétique, c'est-à-dire ça vient après le génome. La banque de gènes, l'ADN, on a 30 000 gènes, on a 3 milliards de caractères génétiques, on connaît ça maintenant, on a une banque génétique qui programme la fabrication des protéines et des enzymes qui font marcher notre usine cellulaire. On commence à bien connaître tout ça. L'épigénétique, comme épiphénomène, c'est quelque chose qui vient par-dessus. L'image que je donne à mes étudiants souvent, c'est que l'ADN, c'est comme la portée des notes, les notes musicales sur une portée, ça c'est l'ADN, mais la symphonie qu'on va faire selon le talent du chef d'orchestre et des musiciens, c'est l'épigénétique. Allegro, ma non troppo. Voilà. C'est la différence qualitative entre l'inscription du programme et l'interprétation du programme. Alors, pourquoi l'épigénétique c'est tellement important, y compris pour le sport et pour la vie en général? C'est que l'épigénétique, c'est quoi? C'est la modulation de l'expression des gènes, plus, moins, pas du tout, en fonction de son comportement. Et ce comportement, en fait, il y a 5 éléments constamment interconnectés dans nos vies de tous les jours. C'est la nutrition, l'exercice sportif, la management, la résistance au stress, le réseau familial, social, amical et le plaisir. Ces 5 éléments sont coordonnés dans un diagramme systémique en permanence. Et si on joue d'eux en synergie, on peut se maintenir en bonne santé, se maintenir en optimal sportif et vieillir moins vite. Donc, vous imaginez l'impact de l'épigénétique. Moi, je dis aux gens, oui, vous pouvez faire quelque chose pour vous,
Manger différemment, je peux vous expliquer comment. Faites 20 minutes ou 30 minutes de sport par jour, je peux vous expliquer comment, sans exagérer. Faites de la méditation, de la respiration, tranquille, les mains comme ça, je peux vous expliquer comment. Donc il y a des tas de gens qui font ça maintenant. Donc la synergie de ces 5 principes épigénétiques permet dans le corps de fabriquer des hormones, je ne vais pas rentrer dans les détails pratiques, qui vont permettre à l'ADN de s'exprimer plutôt que d'être fermé. Pourquoi? Parce que l'ADN est entouré d'une couche protectrice qu'on appelle les histones, un peu comme un fil électrique est entouré d'une gaine plastique. Pour atteindre le fil électrique, c'est-à-dire l'ADN, il faut que la gaine s'ouvre. Si la gaine ne s'ouvre pas, l'ADN ne peut pas être traduit. Or, qu'est-ce qui ferme et qui ouvre ces gaines à certains endroits de la librairie génétique? Le comportement, qui va conduire à des hormones, à des produits qu'on connaît maintenant, qui vont, alors un peu terme technique, méthyler ou acétyler l'ADN, c'est-à-dire l'empêcher de s'ouvrir ou favoriser son ouverture. Et comme un livre de cuisine, si vous voulez, l'ADN c'est comme un livre de cuisine, il y a le chapitre soufflé au fromage, et à côté il y a le chapitre soufflé aux champignons. Si le chapitre soufflé aux champignons est collé, les pages sont collées, mais que le chapitre soufflé au fromage est ouvert, je peux faire des soufflés au fromage. Et puis quelque chose va coller le chapitre soufflé au fromage, et le chapitre soufflé aux champignons est ouvert, ou tarte au poireau, et je peux faire une tarte au poireau. L'ADN c'est pareil. Il y a des chapitres collés et des chapitres ouverts. Mais ce qui décolle et ouvre les chapitres, c'est votre comportement. Alors vous vous rendez compte, pour le sportif, en plus de ça, on a découvert aussi que le cerveau, que j'ai dit est dans le corps et pas dominateur comme un ordinateur, et le cerveau influence l'épigénétique. Et si on est bien dans sa peau, si on n'est pas stressé, si on est heureux avec les autres, certains gènes vont se débloquer et d'autres vont se renfermer. Donc ça remet totalement en cause l'opposition de l'acquis, de l'inné, de nature, culture. De l'évolution darwinienne par rapport à l'évolution lamarckienne, le finalisme par rapport au déterminisme. On est dans un nouveau paradigme qui est ni déterminique, ni finaliste, ni lamarckien, ni darwinien, qui est comportemental. L'inné, l'acquis, c'était ou. Maintenant, c'est et. La nouvelle logique du paradigme de la complexité, c'est pas ou, c'est et. Ça, c'est un nouveau discours, une nouvelle pédagogie du sport que de nouvelle rappeler pédagogie tout cela. du sport. Et peut-être que nouvelle pédagogie. C'est plus simplement la muscu, c'est le cerveau plus les autres. Mais quand ces choses-là vont-elles entrer dans les programmes? Parce qu'il faudrait que l'école soit habitée par ça. L'approche systémique, macroscope, 1975, Edgar Morin, 1980, elle commence à peine en 2011-2012 à rentrer dans les programmes de management, des écoles de management. Et dans l'université et dans l'école, on continue à partager le monde en disciplines analytiques, les maths, la physique, la géographie, l'histoire, l'anglais. Bon, la nature, la culture. La nature, culture, objet, sujet. On continue, si vous voulez. C'est très difficile de changer les mentalités. Mais les jeunes, eux, ceux qui arrivent, la NetGen, avec tous ces réseaux transversaux, les jeux vidéo, etc., eux sont naturellement dans cette vision du paradigme de la complexité. Et ils demandent, dans l'entreprise où ils rentrent, dans l'université d'où ils sortent, une différente pédagogie et une différente forme de décision et d'action pour leur métier. Vous insistez sur une distinction importante, qui est une distinction qui n'est pas simplement conceptuelle, qui renvoie vraiment à des champs différents, entre le rapport de force ou les rapports de force, qui sont des rapports d'antagonisme, des rapports de compétition, et les rapports de flux. Vous pouvez préciser les choses? Si vous voulez un rapport de force, symbolisé comme ça, c'est par exemple le rapport de force militaire. Vous avez tant de têtes nucléaires, j'en ai tant. Le rapport de force politique, combien de voix vous avez dans votre parti, combien de moi j'ai dans mon parti, syndical, etc. On peut sortir d'un rapport de force par une escalade. Et c'est discontinu et donc dangereux. Il y a des moments d'instabilité. Donc on a vécu là-dedans, société de la compétition, de la concurrence, sont fondées sur des rapports de force. Et progressivement, ça existait déjà depuis longtemps, grâce aux échanges culturels, aux échanges d'informations. De plus en plus maintenant, avec Internet, les réseaux sociaux, la télévision mondiale, on peut favoriser ce que j'appellerais, je symboliserai comme ça, des rapports de flux, c'est-à-dire deux flux en sens inverse, mais qui se régulent l'un par rapport à l'autre. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est un seau qui se remplit par un robinet et se vide par un trou. Si j'arrive, par mon information que je tire du débit, à régler mon robinet pour qu'il ait le même débit que le trou à la sortie, j'ai un niveau qui reste fixe. Il n'est pas statique. C'est un niveau qu'on appelle dans notre jargon stationnaire. C'est-à-dire que toutes les molécules à l'intérieur du seau se renouvellent constamment, mais le niveau reste stationnaire. Donc je peux le régler. Ce qui veut dire que les rapports de flux impliquent des échanges d'informations, l'écoute de son écosystème, l'écoute des autres, alors que les rapports de force sont binaires. C'est moi contre toi, et j'en sors. Donc je pense que de plus en plus, la société de demain
les sociétés de la connaissance vont se fonder de plus en plus sur ces rapports de flux. Et j'ai pas mal écrit là-dessus et fait des conférences dans ce domaine. Et je reçois un accueil extrêmement intéressé du fait que les gens réalisent que c'est déjà en cours et que c'est à eux de le mettre en œuvre beaucoup plus que dans la compétitivité et la concurrence acharnée que se livrent les entreprises, les personnes et les sportifs. La capacité de vieillir jeune est fondamentale et on peut progressivement y arriver grâce à l'épigénétique, grâce à la nutrition, grâce à l'exercice, grâce aux autres, grâce au plaisir, grâce à la relation. Moi, je connaissais bien un René Berger, un très grand critique d'art qui est mort il y a quelques années, à 92 ans, je le voyais souvent, et il avait cette phrase formidable, il disait « Plus tu donnes, plus tu restes ». Plus on donne autour de soi, intellectuellement, financièrement, physiquement, plus on dure. Parce qu'on s'extériorise de cette petite enveloppe égoïste qui est le corps, on dit je dois mourir, c'est fichu, je meurs, et tout ces trucs. Alors effectivement, la durée de vie de l'homme peut être entre 120 et 140 ans. On meurt prématurément pour toute une série de raisons que j'ai décrites dans un livre qui s'appelle Une vie en plus, la longévité, pourquoi faire. Mais la volonté d'y aller peut conduire à y aller progressivement, à moins d'accidents. Et j'applique à ma vie le principe de Pascal. Pascal disait est-ce que Dieu existe ou non? De deux choses l'une. Je fais comme s'il existait. Donc j'applique toutes les règles pour faire plaisir à Dieu, et les règles de la religion. Et donc, de deux choses l'une. Je vais mener une vie, s'il n'existe pas, j'aurais mené une vie pleine de valeurs, pleine de richesses, parce que ces valeurs sont quand même formidables pour construire sa vie. Et s'il existe, c'est du win-win. Pascal ne connaissait pas le mot gagnant-gagnant. De toute façon, j'irai au paradis parce que j'ai fait ce qu'il disait. Eh bien, moi, je dis, je vais vivre 120 ans, disons. Je n'y arriverai pas, ou même 140. Mais par contre, j'ai 60 ans de projets devant moi. 50 ans, 40 ans de projets. Tous les matins, je me lève en disant, qu'est-ce que je vais faire dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir. Et donc, en ayant cette progression vers l'avant, ou bien je meurs demain matin, mais je suis mort avec mes projets, ou bien je continue à vivre et je l'ai fait. Et pour moi, la vie, ce n'est pas un escalier qu'on descend vers le trou dans lequel on est fini, c'est un escalier qu'on monte. Pourquoi? Parce que chaque marche est enrichie des valeurs, des investissements de la vie précédente, des souvenirs, des contacts, des personnes, du monde. Et chaque marche est plus haute en valeur. Et donc finalement, pour moi, vieillir jeune, c'est monter vers une sorte d'absolu. Et je suis content, avec ma famille et ceux qui partagent ces idées, d'essayer de le construire progressivement. Et le sport joue un rôle important dans cette construction.